bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce webinaire. On a pour orateurs deux personnes qui connaissent parfaitement le sujet de la douleur de l'enfant. On aura un premier exposé qui sera fait par le docteur Elisabeth Fournier-Charrière, qui est pédiatre spécialiste de la douleur à l'hôpital Armand Trousseau à Paris, et puis qui est co-organisatrice du DU douleur de l'enfant en pratique quotidienne, et puis qui est médiatrice de la commission des usagers sur l'hôpital Trousseau. Et puis on aura dans un deuxième temps Bénédicte Lombard, qui est cadre supérieur de santé et qui a une thèse d'éthique et qui a travaillé spécifiquement sur cette question de la douleur. Et puis pour modérer cette session, donc pour regarder le chat et vos questions, on aura Martin Dumont, qui est maître de conférence en philosophie à l'Université Paris-Est Créteil et qui est responsable de la chaire de philosophie à l'Hôtel Dieu. Donc voilà, on a un beau panel d'experts. Deux informations. Première information, il y a un dernier webinaire du comité d'éthique qui est programmé la semaine prochaine, ce lundi à 9h30, qui est autour de l'avis 140 du comité consultatif national d'éthique et dont le titre est la prise en charge repenser le système de santé sur la base d'un fondement éthique. Et ce sera en particulier animé par le professeur Régis Aubry, président du comité d'éthique, et qui a conduit cet avis au nom du CCNE. Donc, le sujet d'aujourd'hui, c'est la douleur de l'enfant. Uniquement une phrase. Moi, j'ai des souvenirs d'externes aux enfants malades. Ça remonte à plus de 40 ans. Et on nous disait, écoutez, les enfants n'ont pas mal, le cerveau n'est pas développé, ils ne perçoivent pas la douleur. Et c'était étonnant parce qu'on voyait effectivement les enfants qui se tordaient de douleur quand on faisait des gestes agressifs. Et donc, clairement, et fort heureusement, il y a eu des progrès de fait sur à la fois la reconnaissance et puis la prise en charge de cette douleur. Et donc, pour éclairer cette problématique, je laisse la parole au docteur Elisabeth Fournier-Charrière. Merci beaucoup, Elisabeth. Votre micro est fermé. Merci. Oui. Merci, M. Guidel. Merci. Je remercie particulièrement, évidemment, la FHF de nous donner la possibilité de parler des problèmes que pose la prise en soin de la douleur de l'enfant aujourd'hui. Je vais partager mon écran. On va excusez-moi, on dirait qu'il y a un problème là. Vous pouvez d'abord ouvrir votre PowerPoint, Madame Fournier. Mais il est ouvert. Ah. Il est ouvert et je clique dessus et il se met sur autre chose. Est-ce que vous voulez nous l'adresser et dans ce cas, on passerait les diapos pour vous? Oui, je vais essayer une dernière fois. Voilà. Voilà, merci, superbe. C'est parfait. Je vais juste me mettre en... Voilà. Parfait. Donc, je vais tenter de vous présenter les différents aspects qui font qu'on peut aujourd'hui prendre en soin la douleur de l'enfant. Et à chaque borne, à chaque étape, on essaiera de voir les questions éthiques, les difficultés qui se posent et peut-être des pistes de solutions, si c'est possible, puisque la douleur reste
un phénomène qui est très inégalement pris en compte à l'hôpital. La première question qu'on peut se poser, c'est quand est-ce que l'enfant rencontre la douleur? M. Guidet faisait allusion à des hôpitaux, des salles où un enfant se tordait de douleur. Alors effectivement, il y a une espèce de parcours. Finalement, l'enfant va inéluctablement rencontrer la douleur dans son développement. Bon, puis les premières percées dentaires, les premières chutes et blessures quand il apprend à se mouvoir, et puis les premières rencontres avec l'infection, ensuite les accidents de sport. Il va également avoir quelques douleurs administrées par les soignants avec les vaccinations et souvent une prise de sang ou deux dans l'enfance. Beaucoup d'enfants vont avoir des douleurs répétées, mal au ventre, mal à la tête, mal au dos pour les adolescents. Et puis, nous retrouvons un certain nombre d'enfants à l'hôpital pour des problèmes de santé plus sérieux, des traumatismes, des fractures, des brûlures, une maladie aiguë un peu plus sévère, une opération. Et puis, à ce moment-là, ils vont rencontrer la douleur des soins avec toutes sortes de soins, toutes sortes de procédures diagnostiques ou thérapeutiques qui font mal. Certains enfants développent une maladie chronique. La plus fréquente aujourd'hui est peut-être la drépanocytose, mais bien d'autres maladies chroniques entraînent des douleurs. J'ai fait une sélection des maladies qui entraînent le plus de douleurs. Et enfin, certains enfants développent des douleurs chroniques. Les migraines, des maux de tête, des mal au ventre, mal dans les muscles, mal partout. Voilà, c'est un phénomène donc très, très répandu, évidemment, la douleur. Et qui nous occupe beaucoup. Alors, qu'est-ce que c'est que la douleur? La douleur ressentie dans le corps, c'est ce dont nous parlons aujourd'hui. Une douleur ressentie dans le corps, c'est une expérience désagréable, c'est une définition qui a été travaillée par l'Association internationale d'études de la douleur, avec une révision de la définition récemment. Une expérience désagréable, sensorielle, émotionnelle, les deux sont toujours liés et associée ou ressemblant à celle associée à une lésion. Lésion qui peut être réelle, voilà, vous faites une blessure, vous avez mal, ou potentielle, vous avez mal au ventre et la lésion n'est pas visible, n'est pas identifiable par les moyens que nous avons à notre disposition. Donc, en tout cas, le patient, lui, l'a décrit en termes de comme s'il avait une lésion. Vous remarquez dans cette définition le mot ressemblant à celle, c'est-à-dire ce mot a été ajouté pour concerner justement les personnes qui ne peuvent pas s'exprimer au sujet de la douleur par des mots, mais qui l'expriment par leur corps, par leur comportement. Et donc, c'est évidemment les enfants et aussi les personnes ayant des troubles de la communication. Alors, est-ce qu'on perçoit la douleur dès la naissance? Pour répondre à cette première question, oui, et même très tôt dans la vie embryonnaire, dans la vie fœtale, puisque les systèmes qui permettent de percevoir, de transmettre l'influx nociceptif se mettent en place dans les 2 premiers trimestres de la grossesse, et que donc même les grands prématurés, tout petits bébés de moins d'1 kilo, eh bien, vont pouvoir ressentir quelque chose de ce mal-être général, et peut-être même encore plus tôt, puisqu'on sait aujourd'hui qu'il y a un véritable réseau de neurones qui fonctionne à la moindre stimulation douloureuse et que ce n'est pas seulement la zone du cortex comme on le croyait autrefois. Tout est lié entre les cognitions, les émotions, la sensorialité, la mémorisation, le stress. Il y a plusieurs niveaux de réseau qui se mettent en place dans les neurones au niveau cérébral. Et donc, eh bien, dès la naissance, le bébé peut ressentir ce mal-être. Et par contre, il est tout à fait dépourvu de moyens pour s'en défendre, des systèmes de contrôle qui se mettent en place plutôt après la naissance. Et donc, on voit que finalement, le bébé va exprimer beaucoup plus la moindre douleur qu'une personne plus âgée. Et c'est ce qu'on voit couramment lorsque on fait un petit prélèvement à un nouveau-né. Eh bien, il exprime très bruyamment une très grosse détresse. Alors que si on vous fait le même onction veineuse en tant qu'adulte, vous resterez disons, avec un comportement qui ne changera pas. Alors, la douleur, c'est donc évidemment du subjectif. On se trouve là dans l'intimité de la personne.
c'est quelque chose qu'on ne peut pas communiquer facilement parce qu'on ne le partage pas facilement. Ce n'est pas comme les autres perceptions, on voit tous à peu près la même chose. Mais là, on est vraiment dans l'intimité personnelle. Et donc, finalement, est douleur ce que le patient dit être douleur. Et vous voyez que là, il y a un changement de paradigme tout de suite, c'est le patient l'expert. Donc, ce n'est plus les soignants. Ah, ça va être compliqué là, si ce n'est plus les soignants, les experts, c'est le patient. Donc, il nous faut avoir accès au patient. Et donc, ce patient, eh bien, il va revendiquer son autonomie et il nous faut prendre en compte son autonomie pour aller à sa rencontre, essayer au plus près de comprendre ce qu'il éprouve et donc de comprendre son point de vue, d'aller à sa rencontre. Ça nécessite donc un engagement du professionnel de santé. Alors, si on se trouve plutôt du côté de l'enfant, on va essayer de balayer très rapidement des étapes du développement, mais on se dit que très vite, en fait, que ce qui nous vient à l'esprit, c'est il ne sait pas. Il ne sait pas ce qui lui arrive. Il ne sait pas pourquoi il est si mal. Il ne sait pas qu'il y a possibilité d'être soulagé. Il ne sait pas combien de temps ça va durer. Pas de notion du temps, pas de possibilité de contrôler. Et donc, la douleur à tout âge, ça isole et ça angoisse. Mais on peut penser que l'isolement et la solitude sont encore plus grandes quand on n'a pas de moyens cognitifs pour y penser. Et donc, l'enfant, on le sait bien, jusque vers 6-7 ans, vit complètement dans l'instant. Il vit ici et maintenant, qu'est-ce qui m'arrive, n'est-ce pas? Et donc, il peut avoir très vite l'impression d'être agressé, d'être puni et développer des peurs et donc des émotions très fortes de l'ordre de la panique ou de la colère ou de la culpabilité devant un événement qui génère de la douleur. Et on sait aussi que plus on a peur, plus on a mal, avec des vrais cercles vicieux qui se mettent en place. Ça a été largement démontré par de nombreuses études. Plus on a peur, plus on a mal. Donc, on se rend compte que l'enfant va être particulièrement vulnérable dans cette situation de douleur. Il a besoin de sécurité, il a besoin de ses parents et il a besoin aussi d'explications. Sans parler, évidemment, il a besoin de soulagement. Mais dans les items préalables, il a besoin d'être en sécurité dans cette situation le plus possible. Parce que qu'est-ce qui va se poser comme question? Eh bien, tout simplement, ici et maintenant, qu'est-ce qu'on va me faire? Est-ce que je vais avoir mal? Est-ce que j'aurai une piqûre? Est-ce que maman sera là? Ça, c'est les questions essentielles de l'enfant. On va se centrer sur l'enfant là ce matin. Je n'aborderai pas spécialement l'adolescent. Alors, il y a des facteurs qui, en plus, vont aggraver cette perception de douleur. C'est si on en a déjà eu. La mémorisation de douleurs précédentes existe même chez le bébé, même chez le nouveau-né, parce que la douleur sensibilise à la douleur et on voit que la douleur suivante est plus importante qu'attendue. C'est comme ça qu'on a largement démontré que même les nouveau-nés enregistrent des traces mnésiques des événements de douleur. Et en grandissant, eh ben non, contrairement à une idée fort répandue, on ne s'habitue pas. La douleur fragilise la douleur. Les systèmes nociceptifs deviennent de plus en plus sensibles. Est-ce qu'il y a d'autres facteurs aggravants? Eh bien, oui, il y a des éléments de dépression, des éléments d'anxiété, une histoire de vie difficile avec voilà, des deuils, des chagrins, des colères, des conflits, des difficultés scolaires, du harcèlement, des séparations, des sévices. Voilà, c'est une liste un petit peu dérangeante, mais qui est bien là dans notre quotidien de soignant. Et si le parent est douloureux chronique aussi lui-même, tout cela facilite, augmente la perception de la douleur par des mécanismes d'amplification. Et tout cela donc rend encore plus vulnérable et peut-être appelle encore plus notre responsabilité. Alors du côté des parents, bien sûr, les parents ont besoin de comprendre, ont besoin du diagnostic, ont besoin d'informations et ont un désir spontané, dans la quasi-totalité des cas, d'aider, de soulager leur enfant. Mais ils arrivent avec un gros cadeau pour l'équipe soignante, c'est la confiance. Et finalement, il y a deux voies. Ils peuvent aussi se trouver dans une espèce de culpabilité, ce qui est arrivé, ils se sentent impuissants, ils se sentent extrêmement stressés par le diagnostic, l'évolution de leur enfant, suivant évidemment ce qui se passe. Alors, avec tout ça, ça peut engendrer des malentendus, parce que les soignants ne sont pas non plus dépourvus de stress, et ça peut engendrer finalement une incompréhension, une absence de réponse aux questions ou une interprétation erronée de la réponse, comme on le voit à la commission des usagers souvent, et la méfiance s'installe quand ce n'est pas la défiance. Donc, pour préserver ce cadeau, évidemment,
de la confiance, il nous est important de faire alliance en ayant des échanges vrais et allier la compétence technique avec la compétence relationnelle, s'assurer que les parents ont bien compris de quoi il s'agit dans une démarche évidemment de bienfaisance. Pourquoi est-ce qu'on va aussi se motiver d'autant plus que l'enfant est jeune? Parce qu'une douleur non soulagée entraîne beaucoup de détresse avec le sentiment d'abandon, d'isolement, et que chez l'enfant, la douleur arrête tous les processus de développement. Les jeux, l'acquisition de connaissances, l'imagination, les possibilités de création. C'est quelque chose qui va être stoppé quand la douleur envahit la psyché des enfants. Et puis même le bébé peut perdre le sentiment finalement de cette continuité relationnelle qui lui permet d'avoir le sentiment d'exister. Bien sûr, après, il y a une perte de confiance, des peurs, des phobies qui peuvent s'installer. Et on s'aperçoit donc que la douleur suivante est majorée, que la douleur suivante est plus difficile à soulager et que la douleur peut se prolonger et devenir chronique. Donc, tout cela nous insiste évidemment à nous rappeler de ce dont les enfants vont se rappeler. Selon une formule un peu, voilà, on est toujours dans la bienfaisance et éviter évidemment ce qu'on appelle en éthique la malfaisance, un mot très fort qui fait peur. Alors, donc, on va d'abord s'intéresser à ce que l'enfant éprouve et on va aller à sa rencontre, repérer et évaluer la douleur. Eh bien, il y a cette espèce de boule que l'enfant ressent, la douleur, avec un fil sensoriel, un fil de compréhension, d'attention, la mémorisation, les émotions. Et souvent, c'est évident, il proteste avec des cris, une grimace, des agitations, des crispations, mais parfois aussi, c'est paradoxal, eh bien, il devient silencieux, il ne bouge plus et il n'entre plus en communication. Vous voyez qu'on est dans quelque chose de compliqué à reconnaître et que les soignants sont affrontés à une vraie problématique d'attention à ce qui se passe devant eux, puisque cet enfant un peu somnolent, un peu inexpressif, qui ne veut plus communiquer, on peut se dire ah ben, il est fatigué, il dort, ou il est triste. Donc, on a besoin de donner de l'attention à ce qui se passe. Et on a besoin aussi de mesurer ce qui se passe. Alors, cet outil de mesure, hein, ce n'est pas un mètre ruban, mais c'est un outil. On a besoin de croire l'enfant et de croire ce qu'on observe, de mettre des mots et peut-être des chiffres sur ce qu'on observe pour obtenir une référence, un langage professionnel, un moyen de communication dans les équipes. Et c'est ce que les scores d'évaluation vont nous permettre, une représentation numérique des faits qui permet un peu plus de se représenter les choses et d'agir avec un choix thérapeutique. Alors, si l'enfant peut décrire, s'exprimer, il y a des outils d'évaluation que je fais défiler devant vous, échelle visuelle, échelle de visage. Ça veut dire qu'on va à la rencontre de l'enfant, on lui demande son avis, on le croit. Et ça, c'est quelque chose de très essentiel. On met souvent en doute la parole des enfants dans ce domaine. On va reconnaître que lui, c'est l'expert, lui, il est différent de moi. Et donc, il peut éprouver et nous dire ce qu'il ressent. Et puis, si l'enfant ne peut pas donner un chiffre de douleur, eh bien, on va s'adresser à des scores comportementaux où on coche des listes de symptômes. Évidemment, la mesure n'est pas un but en soi, mais c'est une façon d'aller à la rencontre dans le cadre d'une relation, une relation qui va être le plus ludique possible et qui nécessite un peu de temps. Elle nécessite aussi d'avoir les parents avec nous pour éviter une angoisse supplémentaire. Et donc, cette fameuse empathie qu'il faudrait enfiler en même temps que sa blouse tous les jours pour instaurer ce partenariat avec l'enfant en reconnaissant son autonomie, son altérité. Alors, c'est une problématique importante dans nos hôpitaux, la problématique du temps et de l'empathie, hein, la disponibilité non seulement évidemment physique des soignants, ce qui pose problème aujourd'hui aussi, vu la rareté des soignants, je dirais, mais également sa disponibilité psychique. Ça nécessite un effort à maintenir, n'est-ce pas? Ça dépend de la charge de travail, ça dépend de la bienveillance de l'encadrement, ça dépend de la politique du service et finalement dans l'arrière-plan, et là, la FHF est bien là pour s'en rendre compte, la politique de l'institution du pays va permettre qu'au quotidien, eh bien, l'aide-soignante, l'infirmière, l'interne puissent entendre ce qui se passe et regarder ce qui se passe pour chaque enfant. Vous voyez que finalement, évaluer, ça a une démarche scientifique d'analyse des faits,
d'objectifier les faits, mais c'est aussi une éthique du prendre soin avec des connaissances, un bon outil, du respect, une relation de confiance, un engagement individuel et une volonté institutionnelle qui va nous permettre le respect de l'individualité, de l'animité, et que finalement, évaluer la douleur, c'est déjà une disponibilité vigilante, persévérante et responsable. C'est quelque chose qui relève du prendre soin, ce qu'on appelle le care. Alors, quelques mots maintenant rapidement sur le traitement. Là aussi, il y a du savoir-être et du savoir-faire. On va faire une prise en charge globale, toujours avec l'aspect relationnel, donner de l'espoir, utiliser les méthodes pharmacologiques et non pharmacologiques, remettre cet enfant dans la vie, hein, et là c'est notre allié pour ça, parce que les enfants sont dans la vie, en soulageant autant que possible et en prévenant les douleurs. Donc c'est une stratégie, on l'a vu, connaître le médicament, prévoir un recours, associer les moyens non pharmacologiques, réévaluer, suivre l'affaire. Et je voudrais insister sur le rôle facilitateur des recommandations des sociétés dites savantes, des protocoles dans les services qui vont permettre finalement de faciliter l'exercice de cette responsabilité et de cette persévérance pour décider des moyens thérapeutiques au bon moment et avec prudence également. Quand il s'agit de prescrire la morphine, on est prudent bien sûr. Et il y a des obstacles, il y a des biais. Et là, je vous partage une réflexion de Kant qui réfléchit sur les causes d'un certain désordre. Le désordre pourrait être ici, on n'a pas soigné la douleur. Alors, on cherche les causes dans les sources. La mauvaise éducation, il n'y a peut-être pas eu assez d'enseignement, assez d'informations. Dans les mauvaises fréquentations, dans le service, voilà, on ne s'occupe pas trop de ça. Un naturel insensible, on sait qu'il y a des personnes plus sensibles que d'autres qui se bâtissent avec des résistances, suivant leur vie aussi, chaque soignant a son histoire. Et peut-être un peu de légèreté, voilà, on n'a pas fait trop attention, ou on n'a pas eu le temps. Et c'est les circonstances occasionnelles qui font qu'on n'a pas agi pour soulager cet enfant, que peut-être on aurait pu agir autrement et que finalement on a été négligent. Alors, je ne veux pas être dans une politique de culpabilisation, mais une politique de responsabilité qui est une des valeurs essentielles de l'exercice médical. Et finir sur la vertu de l'habitude, que finalement, si, comme dit Aristote, il y a une part intellectuelle dans la vertu, grâce à l'enseignement, mais aussi il y a besoin d'expérience, il y a besoin de temps, et il y a aussi besoin de répéter les actes justes pour devenir juste. C'est ce que nous dit Aristote, le fruit de l'habitude, qui fait que nous allons aussi appliquer cette règle d'or universelle sur la réciprocité. Je veux terminer sur ce petit partie d'un poème de Sully Prudhomme qui nous dit que l'habitude, travaillant pour nous en silence, d'un geste sûr, toujours pareil, à l'œil de la vigilance, que finalement cela libère la pensée pour peut-être entrer en relation avec cet enfant si on peut appliquer des recommandations, un protocole dans les prescriptions et les prises en charge. Voilà, j'en ai terminé et je suis disponible pour des questions. Merci beaucoup, Elisabeth Fournier-Charrière. C'était très passionnant et on voit bien que dès la description même de la douleur, de son évaluation, il y a vraiment une dimension éthique d'emblée dans la démarche même, très si précautionneuse, etc. Enfin, moi, je trouvais ça admirable de ce point de vue-là. Il y a beaucoup de questions, remarques déjà. Vous pouvez continuer à les poser aussi dans le chat et je les retranscrirai. Moi, j'avais, enfin, peut-être pour commencer, juste une chose qui m'avait frappé, c'est presque le soin de la douleur chez l'enfant. Ça paraît presque un peu une sorte de modèle du soin, en fait, à partir de ce que vous décrivez, du soin en général, en fait. Quand vous disiez, ici, c'est le patient qui est l'expert, ici, il va falloir aller vers sa subjectivité et tout. Est-ce qu'on pourrait dire que du coup, c'est presque un modèle pour toute forme de soin aussi, enfin que c'est généralisable, disons. Oui, c'est une belle idée. C'est vrai que c'est l'archétype de la vulnérabilité. Quand vous voyez un petit prématuré qui minuscule, voilà. Alors, je connais des soignants qui ont passé leur vie à regarder
des petits prématurés pour détecter la douleur. Je pense à des grands chercheurs comme Ruth Grunow aux États-Unis, bon, vraiment qui ont fait avancer les choses parce qu'elles étaient restées au chevet d'un bébé pour l'observer avec une acuité, un soin, le moindre petit froncement de sourcil, vous voyez, sur un visage qui va être grand comme ma main, enfin, je veux dire ma paume. Vraiment, c'est effectivement l'archétype du prendre soin, du care, d'être attentif, d'être attentionné, ce qui est encore plus que attentif peut-être. Oui. Donc, effectivement, ça pourrait être le modèle, mais en même temps, on sait que les bébés ont pendant longtemps été négligés. Donc, il fallait Bénédicte Lombard va nous conduire dans cette réflexion ensuite sur qu'est-ce qui a fait obstacle au fait qu'on ne s'occupait pas de la douleur des nouveau-nés. On disait que leur système nerveux, comme l'a dit le professeur Guidet, était immature, voilà, et il a fallu démontrer qu'ils ressentaient la douleur. Du coup, on a plusieurs questions dans le chat qui correspondent à la question justement, enfin, c'est pas un hasard, de l'évaluation de la douleur. Comment percevoir tout de même ce qui est si difficile à percevoir. Du coup, j'en ai regroupé quelques-unes. Il y a la question de savoir s'il y a des échelles adaptées pour les enfants porteurs de handicap, avec quelques éléments de réponse qui ont été déjà donnés dans le chat. Et puis, est-ce qu'il y a une évaluation des échelles d'anxiété particulière sur les soins, sur l'anticipation des soins futurs par les enfants? Voilà, peut-être déjà ce premier ensemble de questions. Oui, c'est vrai que je me suis beaucoup intéressée à l'évaluation, donc arriver à un chiffre à partir d'une perception subjective. Bon, c'est le monde des psys qui nous a tracé la voie dans la psychométrie. Comment on fait pour obtenir des critères valides, validés? Donc, il y a effectivement des scores d'évaluation pour beaucoup de situations, qu'il s'agisse du prématuré qui va subir une piqûre, qu'il s'agisse de l'enfant avec handicap. J'en profite pour signaler que nous venons de développer avec un groupe une application pour donner aux parents la possibilité d'évaluer leur enfant qui souffre d'une difficulté de communication, donc un handicap comme le polyhandicap, le déficit cognitif, les troubles du spectre autistique. Cette application, vous la trouvez sur tous les stores. Elle s'appelle APO. APO. Voilà. Alors, il y a encore d'autres questions, mais peut-être que ce qu'on pourrait faire, c'est passer à l'exposé de Bénédicte Lombard désormais, et pour avoir un temps un peu global à la fin sur les deux exposés à la fois. Ça vous paraît pouvoir fonctionner peut-être, et désolé, du coup, ça génère un peu de frustration par rapport aux questions qu'on n'a pas encore pu prendre en compte, mais j'espère qu'on y arrivera. Bénédicte, du coup, je te donne la parole, si tu veux bien. Bonjour à tous. Normalement, vous devez avoir mon diaporama à l'écran. Merci beaucoup Elisabeth, et puis merci beaucoup à la commission éthique de la FHF de nous donner l'occasion justement de traiter, Elisabeth et moi, de la question des enjeux éthiques au regard de la problématique de la douleur de l'enfant. Et on a pu voir déjà avec l'exposé d'Elisabeth combien finalement l'analgésie pédiatrique était loin d'être un long fleuve tranquille, et c'est un chemin qui est parfois plus tortueux qu'on l'imagine de prime abord, et plus encore que la difficulté, que les épreuves que représente l'abord d'un enfant douloureux, la compréhension de ce que l'enfant ressent alors même qu'il n'est pas en capacité de nous l'exprimer clairement. Alors même qu'aujourd'hui, nous avons des moyens, qu'on a quand même tout un faisceau de connaissances en lien avec la prise en charge de la douleur, eh bien, on peut quand même aussi constater que cette prise en charge, elle est loin d'être toujours systématique, et finalement que cette prise en charge, elle se fait en fait par intermittence.
Et donc, on observe qu'il reste, qu'il perdure des obstacles à la prise en charge de la douleur, malgré la connaissance et les moyens. Et donc, justement, comment comprendre ces intermittences? Quels sont ces obstacles? Et peut-être que la première réponse, elle est tristement liée à la nature humaine. En tout cas, c'est la réponse que Jankélévitch aurait tendance à nous donner, puisque pour Jankélévitch, l'homme est un être virtuellement éthique. C'est-à-dire qu'en fait, il est éthique en puissance, mais pas toujours en acte. Et donc, l'homme virtuellement éthique, il existe comme tel de temps en temps, de loin en loin, et souvent même de très loin en très loin. Jankélévitch nous dit que l'homme a de longues pauses et que la conscience de l'homme, la conscience morale de l'homme, apparemment est parfois vide de tout scrupule et qu'elle est parfois aussi frappée d'asthénie. Les intermittences de la conscience morale ne sont pas rares et ces éclipses sont fréquentes. Bien souvent, l'homme se contente de vaquer à ses affaires. Et donc, le premier obstacle, et ce serait, selon Jankélévitch, peut-être notre nature humaine, tout simplement. Alors, on va quand même garder l'espoir parce qu'on peut aussi, justement, c'est parce qu'on connaît nos défauts ou nos tendances malheureuses à vaquer tout simplement à nos affaires sans s'occuper du reste, eh bien, ça nous met sur la piste de la persévérance. Et donc, l'enjeu éthique, c'est peut-être de persévérer. Et pour ça, pour pouvoir persévérer, un des moyens, c'est aussi de comprendre les obstacles. Donc, on a vu que la nature humaine, on n'y pouvait pas grand-chose, mais finalement, c'est quand même mieux de savoir, de connaître nos défauts pour pouvoir s'en prémunir. Et puis, l'autre obstacle, celui qu'on rencontre aujourd'hui, eh bien, cet obstacle, c'est étrangement il naît de notre puissance à guérir, à soigner, de cette puissance qui nous vient directement en fait des progrès de la science médicale. Et donc la biotechnicité médicale moderne est elle-même une source d'obstacles. Alors je vais m'expliquer. Grâce aux progrès médicaux, le rapport à la fragilité de la vie s'est transformé. Initialement, nous avions un rapport plutôt fataliste à cette fragilité, à cette impuissance à guérir. Et au fur et à mesure des progrès médicaux, au fur et à mesure où on a pu finalement commencer à soigner et à guérir les personnes malades, grâce aux progrès médicaux, eh bien, ce rapport à la fragilité de la vie il est devenu combatif. C'est une bascule de paradigme que j'ai cherché à illustrer en fait au travers de ces deux iconographies que j'ai choisi de mettre en perspective. On voit bien que quand la médecine était impuissante, on était au chevet du jeune malade, et plus en fait on va devenir compétent, où on va avoir la possibilité de soulager la douleur grâce à la technicité, la biotechnicité médicale, eh bien, ça va un peu transformer notre rapport aux jeunes malades et à la souffrance. Et donc, on a donc ces circonstances qui sont les nôtres aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on fraye dans une société médicale qui nous donne les moyens d'agir. Et c'est à la fois quelque chose d'extrêmement salutaire. On est très heureux d'avoir tous ces moyens pour pouvoir sauver des enfants tous les jours, mais c'est aussi une menace au sens que cette puissance de la biotechnicité à guérir l'enfant, eh bien, elle va œuvrer sur nous telle une injonction qui peut potentiellement nous amener à avoir la pensée ligotée. Et cette pensée qui est un peu ligotée, on va être pris au piège, emprisonné par notre devoir de répondre à cette injonction de la technicité. Et ça va nous amener à prioriser, en quelque sorte, notre agir, à nous centrer sur les soins techniques, sur les soins curatifs. Elisabeth a pas mal abordé la question du care. Et en réalité, dans la pratique quotidienne, on est très inscrit dans les thérapeutiques, dans l'agir qui va soigner et guérir.
Et donc, en fait, c'est cette espèce de dialogue entre les aspects curatifs et les aspects de la sollicitude qui ne sont pas toujours simples à maintenir. Et donc ça, c'est un constat qu'on avait fait dans le cadre de notre travail de thèse sur la question du recours de la contention forte lors des soins en pédiatrie. Et on s'était aperçu, grâce notamment à une étude qualitative, on s'était aperçu que nos collègues, nous les soignants, eh bien, on est tiraillés. On est tiraillés entre le but de nos soins, celui de soigner, guérir, et entre nos devoirs. Et ça, c'est vraiment bien une illustration de la tension éthique qui nous anime en permanence. C'est-à-dire qu'il faut en même temps prodiguer des soins techniques et en même temps être à l'écoute de l'enfant, l'observer, être en capacité d'accueillir sa plainte, d'accueillir sa souffrance, d'accueillir sa douleur. Et en réalité, tout ça ne se fait pas toujours simultanément. Et on va voir que justement, il y a une forme de priorisation, une forme de hiérarchisation qui va se mettre en place parce qu'en réalité, on a du mal à tout faire en même temps. Et donc, dans l'étude que nous avions menée sur la contention lors des soins, quand on interrogeait les professionnels de santé et quand on leur demandait de nous parler un peu de leur profession de soignant auprès des enfants, alors on voyait à quel point ils étaient empreints d'empathie à l'égard de l'enfant, à quel point ils étaient attentifs aux besoins spécifiques des enfants et ils faisaient preuve de beaucoup de bienveillance. Mais au moment où on les amenait à évoquer les situations plus complexes, où on est amené à tenir l'enfant de force pour pouvoir produire un soin technique, eh bien, on s'apercevait que l'enfant disparaissait littéralement du discours du professionnel de santé de pédiatrie. Cette disparition du discours qui témoignait de l'hégémonie et de l'injonction à réaliser les soins techniques, eh bien, ça nous a fait un peu penser à la disparition des radars ou à la disparition des avions ou des bateaux dans le triangle des Bermudes. Ces bateaux ou ces avions qui disparaissent finalement du radar. Et on a eu l'impression que finalement, dans ces situations complexes où la haute technicité ou l'injonction de la technique à produire le soin, eh bien, faisait finalement perdre l'enfant du radar pendant quelques instants. Et cette analogie, ça nous a en fait fait penser justement au triangle des Bermudes. Et c'est comme si l'enfant disparaît du radar émotionnel du soignant le temps de la réalisation du soin technique. On a proposé le concept de cécité empathique transitoire pour expliquer cette mise entre parenthèses de la capacité à voir la détresse de l'enfant. Et il me semble que c'est un concept qui peut aussi s'appliquer dans les circonstances de la prise en charge de la douleur. Parfois, on n'est pas capable de mettre en œuvre, de mettre en action son empathie, parce que l'empathie peut devenir handicapante, elle peut freiner en fait le dispositif d'application des soins techniques et on va en fait fermer sa capacité à voir la détresse la détresse ou la douleur, pour pouvoir continuer à produire du soin. Et donc, voilà bien la problématique et le cœur en fait, de l'enjeu. La difficulté, ce serait de ne pas vouloir voir la douleur de l'autre, pas parce qu'on est mauvais, mais parce que, en fait, voir la douleur de l'autre est un handicap. Et donc, l'enjeu, c'est de vouloir continuer à voir et décider de persévérer à vouloir voir précisément ce que les circonstances peuvent occulter. Et donc, c'est important parce que c'est là la clé de la mise en œuvre de l'action. Et Ricoeur nous soulignait cette absolue nécessité à vouloir continuer à voir. Et donc, il nous disait, je ne veux que si je vois, mais je cesse de voir si je cesse absolument de vouloir. Et donc, cette espèce de cercle vertueux entre vouloir voir et persévérer à vouloir,
eh bien, ça demande un engagement, un effort. Et cet effort, comment est-ce qu'on peut le soutenir? Qu'est-ce qui peut nous aider à continuer à voir? Eh bien, peut-être l'éclairage des approches éthiques. Et on pourrait s'appuyer, il y en a d'autres, mais on pourrait s'amuser à s'appuyer sur différentes approches. Je vous propose de nous appuyer sur l'approche, on peut continuer à voir par devoir, par vertu ou par sollicitude. Et donc, les trois grandes approches philosophiques sont celles-ci. La première approche, l'approche déontologique, continue à voir la douleur de l'enfant par devoir. Elle nous vient d'Emmanuel Kant. Et donc, toute la philosophie kantienne a vocation à nous inviter à calibrer nos actions, à calibrer notre agir par devoir, obéir à la loi morale. Et une des lois de la morale doit aussi justement passer au crible d'une maxime, entre autres, il y en a d'autres, mais on peut choisir celle-ci, agis uniquement de telle sorte que la maxime de ta volonté puisse toujours valoir comme une loi universelle. Et si on fait un lien entre cette maxime kantienne et la prise en charge de la douleur, eh bien, on pourrait tout simplement retenir qu'on ne peut pas choisir d'appliquer et de prendre en charge la douleur de façon aléatoire. Et donc, ce devoir de prendre en charge la douleur n'est pas à géométrie variable. Elle doit s'appliquer, quelles que soient les circonstances, qu'on soit fatigué ou pas, qu'on en ait envie ou pas, qu'on croit ou pas l'enfant quelque part aussi. Donc, tout ce qu'Elisabeth nous a expliqué, eh bien, on peut le retrouver aussi dans cette approche déontologique, eh bien, prendre en charge la douleur sans finalement se poser de questions, simplement par devoir, à l'égard de l'être humain qui, par définition, est un être digne auquel on doit le respect. Donc ça, c'est la philosophie kantienne qui peut déjà être un point d'appui pour prendre en charge la douleur. Deuxième grande approche, l'approche par la vertu, et c'est l'approche aristotélicienne. Et Aristote, il nous invite justement à calibrer nos actions justement en visant de bonnes fins. Il nous invite aussi à piloter nos actions au gré des circonstances, parce qu'on ne peut pas justement faire toujours de la même manière, mais toujours s'adapter à la singularité de l'enfant, aux circonstances, aux particularités. On est doté, on a de bonnes dispositions, mais il faut s'exercer. Elisabeth l'a dit tout à l'heure, il faut prendre de bonnes habitudes du point de vue aristotélicien et donc s'exercer à faire des actions vertueuses. Vertueuses au sens de prendre soin de l'enfant au quotidien. Et puis peut-être la troisième grande approche, c'est l'approche par la sollicitude, l'approche par le souci d'autrui que les théories du care ont développé et que beaucoup de philosophes contemporains reprennent, et en première ligne Paul Ricoeur. Ricoeur qui nous dit justement, qui fait l'éloge de la sollicitude, qui souhaite réenclencher toute la philosophie et toute l'éthique, non pas autour du devoir, mais autour de la sollicitude. Il faut donner à la sollicitude un statut plus fondamental qu'au respect du devoir. Et là, on entend bien la critique de la philosophie kantienne. Le devoir n'est pas l'axe principal, mais la sollicitude pour Paul Ricoeur. Et puis, donc on a pu voir que c'est une démarche qui est une démarche individuelle. L'éthique, c'est quelque chose qui commence par nous-mêmes, par nos propres actions. Mais l'éthique, et Elisabeth en avait dit un mot aussi, c'est aussi une action collective et institutionnelle. C'est pour ça que Ricoeur nous dit une vie bonne avec et pour autrui, dans des institutions justes. Et donc, il y a toute une portée. La visée est un mot très important. La visée, c'est en fait c'est tendre vers. Et cette visée éthique, elle concerne l'individu, mais aussi toute l'institution. C'est pour ça que l'institution doit s'engager pour lutter contre la douleur par des lois. Et en France, nous avons la chance d'être un pays qui s'est doté d'un dispositif légal depuis de nombreuses années en matière
de prévention de la douleur, de prise en charge de la douleur, mais il faut aussi que ça suive avec des moyens humains, des conditions d'accueil dans les hôpitaux. L'association Sparadrap milite beaucoup pour tout cela et c'est aussi une convocation de la citoyenneté qui est primordiale, la formation professionnelle, la diffusion des bonnes pratiques et aussi progresser dans ses connaissances. Et c'est pour ça que aussi le congrès Pédiadol apporte des clés. Et ces clés, justement, les clés de la prévention, on a choisi de les résumer de façon un peu synthétique pour l'avoir en tête, parce qu'on a vu qu'il y avait des enjeux, mais il y a aussi des réponses, des pistes concrètes, pragmatiques. Pour bien prendre en charge un enfant, eh bien, il faut savoir l'observer, l'évaluer. Il faut rejoindre son univers, il faut être en capacité d'accueillir ses émotions, être en capacité de l'informer de façon adaptée, évidemment favoriser la présence de ses parents, pouvoir le distraire, lui apporter justement des moyens non pharmacologiques. Dans le chat, il y avait des questions autour des traitements non pharmacologiques. Évidemment, c'est primordial. Prévenir une douleur qu'on va provoquer, évidemment, traiter. J'ai fait un petit rappel des points clés, des repères éthiques. Eh bien, faire son devoir, respecter l'enfant, ne jamais traiter cet enfant comme un moyen, mais toujours comme une fin en soi. Eh bien, cultiver et promouvoir la connaissance pour que les professionnels aient tous des connaissances suffisantes et nécessaires pour s'occuper de la douleur des enfants. Et toutes ces connaissances, elles ne suffisent pas. Et ben, comme dirait Aristote, il faut les mettre en acte, il faut agir et pour ça, il faut prendre de bonnes habitudes. Je vais terminer cette présentation en vous donnant rendez-vous pour le congrès de Pédiadol le 9 mars pour justement consolider vos connaissances et continuer à avoir de bonnes habitudes. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour toutes ces réflexions avec ces trois angles pour penser comment continuer à voir ce qui est si compliqué à voir dans la douleur de l'enfant. Du coup, il y avait une question qui me venait éventuellement. Qu'est-ce que vous pensez du poids plus général des représentations de l'enfant dans cette cécité à l'égard de sa douleur et typiquement de la représentation de l'enfant comme un être longtemps considéré comme imparfait, pas encore tout à fait humain. Et je me demandais aussi s'il n'y a pas aussi la question d'une vision un peu patriarcale encore qui s'exerce sur l'enfant comme ce qui est la possession des parents et particulièrement du père et qui du coup éventuellement rend un peu compliqué de voir en lui d'emblée, dès son apparition, un acteur. Et je pense à des travaux d'un philosophe qui s'appelle Arnaud Boiniche qui essaye de montrer actuellement que, voilà, qu'il y a avec des observations très, très précises qui ont été aussi évoquées par Elisabeth Fournier, la délicatesse que ça demande d'aller voir des signes d'activité propre de l'enfant, du nouveau-né, déjà comme un sujet dès le départ. Oui, absolument. Je pense que, de même que tout à l'heure, Martin, tu avais mis en évidence qu'il y avait des liens entre la prise en charge de la douleur et la question du soin en général, de l'éthique du soin en général. De même, il me semble que la cécité, enfin en tout cas notre faculté parfois à ne pas vouloir voir la douleur de l'enfant, c'est une cécité qui a été aussi historique. On ne voulait pas voir alors que tout le monde voyait que ces enfants réagissaient quand on leur faisait des soins. C'est sans doute, ça s'instruit dans une représentation qu'on a de l'enfant de façon sociétale. Et on n'en a pas fini avec notre héritage culturel de la représentation à l'égard de l'enfant. Souvent, j'ai tendance à dire l'enfant ne raisonne pas comme nous. Et souvent, les soignants vont dire quand ils n'arrivent pas à faire un soin, ce débat, refuse soin, on va entendre je n'arrive pas à le raisonner.
Et c'est intéressant parce que je n'arrive pas à le raisonner. Ça veut dire, en fait, je n'arrive pas à faire en sorte qu'il rejoigne mon propre raisonnement d'adulte. Et donc ça, c'est un mouvement qui est intéressant parce qu'on attend toujours que ce soit l'enfant qui fasse un mouvement vers nous, alors même qu'en fait, ce sont nous, enfin, ce sont les adultes qui doivent se mettre en mouvement vers l'enfant. Parce que la vraie question, c'est quelles sont les raisons pour lesquelles cet enfant refuse, par exemple. Et ce n'est pas parce qu'un enfant ne raisonne pas comme nous qu'il n'a pas des raisons de refuser. Et donc, ça rejoint ta question. Je pense que on est encore dans des habitudes de pensée qui sont finalement adulto-centrées. C'est-à-dire qu'on est ancré dans des représentations qui sont des représentations d'adultes. Toute la philosophie qui parle de l'enfant est traversée par des représentations très péjoratives de l'enfant. On trouve chez Descartes vraiment une accusation de l'imagination, et évidemment, dans cette accusation le procès de l'imagination, il est instruit en prenant l'exemple des enfants. Et donc, on est souvent, en fait, dans une histoire qui met l'enfant dans son impuissance, dans son incompétence ou dans ses limites, au lieu de regarder l'enfant dans sa compétence et dans justement ce qu'il a au-dessus de nous. Peut-être que le philosophe qui a mieux fait le travail, c'est Merleau-Ponty. Voilà, je vous invite à lire les cahiers de Merleau-Ponty à la Sorbonne, les cours de psychologie de Merleau-Ponty qui, lui, réhabilitent la puissance de l'enfant. Elisabeth, vous voulez intervenir aussi sur ce sujet? Oui, je veux dire tout simplement au quotidien, vous savez, on a tendance à minimiser. On dit à l'enfant, on va te faire un petit pansement, on va te faire une petite piqûre. Et puis, on lui dit d'accord, comme s'il avait la possibilité de s'opposer. Voilà. On emmène comme ça avec nous l'enfant en minimisant ce qu'on va faire, une petite radio, un petit... Et donc, c'est notre façon de considérer cette petite personne où finalement tout ce qui la concerne serait petit. Et bon, c'est un éveil des consciences qui est assez quand même récent dans la société des pays développés. C'est avec l'essor de la médecine technique, comme l'a rappelé Bénédicte, on est arrivé finalement peu à peu à faire rentrer d'abord les parents, c'est les psychologues qui nous l'ont dit, ça c'est les années 60, et puis ensuite on a commencé les années 60, 70, 80, on a commencé à dire oui mais s'il avait mal. Et là, c'est les années 90, en fait, où cet éveil des consciences s'est produit dans le monde soignant. Aujourd'hui, dans les pays en voie de développement, on voit qu'on est un peu comme 30 ans en arrière, c'est-à-dire qu'il n'y a pas encore de conscientisation que l'enfant est une personne digne de respect et de relation. Voilà. Donc, c'est ce travail-là qui est important aussi à faire, et pas seulement d'exporter nos connaissances ou nos moyens techniques. Auquel, du coup, le corps médical a aussi une responsabilité de ce point de vue-là. Ça va dans les deux sens. Il y a comment la société aide à voir autrement l'enfant et comment les soignants doivent aussi transmettre constamment les nouvelles connaissances pour éclairer le public, il me semble. Il y a un ensemble de questions aussi que je voudrais relayer parce que c'est revenu plusieurs fois sur la question de la possibilité de percevoir la douleur dans les services des urgences. Et peut-être plus largement, la question du coup du temps que ça nécessite de prendre pour suspendre un peu le geste, d'autant que ça rejoint l'avis 140 du comité d'éthique qui va être commenté aussi ici lundi prochain, qui se centre aussi sur la question de l'aspect éthique, d'avoir le temps de faire les soins d'une bonne manière, etc. Qu'est-ce que vous auriez de ce point de vue-là à dire? Et puis une question aussi à nous qui est reposée, je crois, sur la question de l'évaluation de la douleur en soins palliatifs cette fois-ci. Pour la question des urgences, comme on a peu de temps, c'est une posture professionnelle. Je vous invite à aller regarder sur Pédiadol des vidéos qui sont en ligne d'un médecin urgentiste américain qui travaille énormément, en fait, un pédiatre urgentiste américain, Baruch Strauss. On vous mettra le lien dans la conversation, qui travaille énormément sur justement comment apprivoiser l'enfant et
ce talent relationnel qui ne prend pas forcément beaucoup de temps. C'est plutôt une posture que… voilà, donc vous pouvez vraiment aller chercher des images et des films qui vous donneront des pistes par rapport aux urgences. Ça, c'est la première question. Martin, je n'ai peut-être pas répondu à tout. C'est la question du temps. Alors, on ne va pas le résoudre aujourd'hui, hein. C'est vraiment une question de politique de santé. Mais c'est le challenge des urgences. Je dirais que si on choisit ce métier, c'est aussi, enfin, si on exerce dans ce métier, c'est le plaisir du challenge d'instituer une relation de confiance et de faire un diagnostic en quelques minutes avec des personnes qu'on ne reverra sans doute pas. Donc, c'est aussi cet aspect particulier des urgences que de toute façon, même si on est suffisamment de soignants, il y a ce côté du défi d'une relation brève et intense pour obtenir l'adhésion des parents, de l'enfant au projet de soins. Oui, je voudrais relayer, excusez-moi, je voudrais relayer la question, puis après vous raconter une petite histoire sur les moyens non médicamenteux, parce qu'il y a eu quelques questions sur ce sujet-là, que ce soit les tablettes, l'hypnose, enfin, etc. Vous pouvez commenter, Elisabeth, sur ces moyens non médicamenteux? Alors oui, j'étais très frappée de personnes dans le chat, de collègues qui disaient est-ce qu'il faudrait peut-être mettre des moyens non médicamenteux dès le début de la prise en charge? Mais oui, effectivement, je pense que c'est une des clés d'amélioration des soins. De ne pas se dire, ah ben, quand on entre dans la douleur chronique, par exemple, chez un adolescent atteint de drépanocytose, eh bien, de dire, ah ben, maintenant, on va penser peut-être à lui faire, parce que ça ne va pas, là, il a toujours mal. On va s'occuper un peu plus de sa psyché et puis de tout ce qui est psychocorporel. Donc, effectivement, je crois qu'il y a vraiment, si on pouvait mettre ces moyens non médicamenteux en place dans tout soin, en néonatologie, par exemple, on le fait. Ça a autant de valeur de donner un antalgique que de mettre le prématuré dans un cocon, faire du pot à pot. Maintenant, c'est des… Voilà. Et donc, c'est des moyens efficaces, reconnus. Et donc, à tout âge, on peut mettre en œuvre, pas dissocier le corps de la psyché, de l'émotion, de la pensée, et aborder un ensemble. Même si on cherche une maladie organique, penser aussi à la psyché et aux émotions dès le départ de la démarche soignante. Certainement que ça éviterait beaucoup de complications. Je voudrais vous raconter une petite histoire pour vous faire réagir. C'est un souvenir pareil, d'étudiants aux enfants malades, où il y a deux enfants dans la même chambre. Il y a un enfant qui est là depuis plusieurs mois pour une prise en charge très compliquée, puis un enfant qui vient d'être admis. Et puis arrive la grande visite avec 30 blouses blanches. Et donc l'enfant qui vient d'être admis est très paniqué par cette grande visite. Et l'autre lui dit, t'inquiète pas, quand ils sont en bande, ils ne sont pas dangereux. Et donc c'est le problème de la douleur induite par les soins et de l'anticipation de la douleur. Et vous pouvez faire un commentaire parce que l'enfant qui était là depuis plusieurs mois, il savait que quand l'interne arrivait seul avec l'infirmière, là, ils étaient extrêmement dangereux. Oui, l'anticipation des soins, et alors c'est vraiment intéressant cette anecdote parce qu'on voit bien que les enfants, ils commencent en fait, ils perçoivent très vite justement notre cinéma, ils nous connaissent bien, ils repèrent vite en fait les fonctionnements et ils savent aussi en fait, parce que en fait, ils ont aussi beaucoup de compétences pour faire face. Et donc c'est aussi là-dessus qu'on doit surfer. Alors, d'un point de vue plus élément de preuve, c'est Mélanie Noël qui a beaucoup travaillé à donner en fait des arguments scientifiques pour prouver à quel point la mémoire de la douleur a des conséquences. Et effectivement, là, c'est un enfant qui pouvait verbaliser, mais le très jeune enfant mémorise la douleur et cette mémorisation a des conséquences à moyen terme sur les douleurs suivantes. Donc, on a un challenge et c'est aussi un enjeu que de prévenir la douleur de chacun des soins pour éviter en fait un engrammage, en fait une mémorisation de ces phénomènes. Et effectivement, c'est intéressant l'idée de la bande, être en bande.
Et ce n'est pas forcément toujours vrai parce que même en bande, ils sont parfois dangereux quand même. Par rapport aux réalités virtuelles, à la réalité virtuelle, aux moyens non pharmacologiques, il y a beaucoup de techniques. Il y a des gens qui ont posé la question à quel âge. Le masque de réalité virtuelle, évidemment, il faut avoir une vision 3D, il faut avoir un visage assez grand pour pouvoir avoir le masque sur le visage, tout simplement. Donc, c'est rarement avant 4 ans. Il existe beaucoup d'autres propositions de distraction avant 4 ans. Vous trouverez beaucoup de littérature aussi sur le site de Pédiadol, sur le site de Sparadrap. Et donc, effectivement, les moyens, ils sont très variés entre la musique vivante, qui voilà, est un élément très puissant, qui fonctionne aussi très bien. Donc, en fait, on a tout un panel d'interventions, de propositions qui viennent médiatiser la parole de l'enfant aussi. Quand l'enfant n'a pas encore la parole, la musique, le jeu, la distraction sont aussi des traits d'union entre l'enfant et puis l'univers des adultes. Donc, il faut surfer là-dessus, les utiliser. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de ressources de ce type. Et oui, pour la tétée, lors des soins douloureux, oui, c'est une vertu analgésique de mettre l'enfant au sein jusqu'à au moins 6 mois. Et par contre, c'est magique, mais ça demande un tout petit peu de temps. Il faut attendre 1 à 2 minutes que l'effet, en fait, il y a une libération d'endorphine qui va se produire au moment où on met au sein le bébé, qui vient bloquer les mécanismes de perception de la douleur. Mais il faut laisser le temps au corps pour libérer justement les endorphines, et donc entre 1 et 2 minutes. Une question encore qui vous est posée. Comment faire prendre conscience au prescripteur des conséquences pour l'enfant d'un geste douloureux? Donc, se demander si la prescription est vraiment nécessaire pour l'évolution médicale. Du coup, là, sans doute plus un enjeu de formation aussi des soignants. Un enjeu de formation qui ne doit pas être seulement un apport de connaissances, mais également une mise en situation et le rappel de situations passées qui ont été difficiles, le fait de partager ces moments qui ont été problématiques va permettre de mettre en route les mécanismes de pensée. Alors évidemment, ne pas faire un soin, c'est encore le meilleur moyen de ne pas avoir mal. Et donc, c'est toute cette réflexion, que ce ne soit pas au bout de 7 tentatives d'accès veineux qu'on se dise oh ben, finalement, on va s'en passer. Mais c'est le soin maximal, on va mettre une perfusion, et puis le soin plus, on va dire, dont on s'aperçoit peut-être qu'il sera tout aussi efficace sans perfusion. Une question aussi qui est posée de la question de la simulation de la douleur physique possible, qui reflète possiblement une douleur psychique, et comment ne pas se laisser manipuler dans ce cas-là par l'enfant. Manipuler. Pas certain que l'enfant cherche à manipuler, en fait. L'enfant, il cherche à nous dire quelque chose. Et parfois, il le fait par le seul moyen qu'il trouve. Et donc, encore une fois, la priorité, elle doit être à l'accueil de la parole de l'enfant, comme l'a souligné à de nombreuses reprises Elisabeth dans son topo. Accueillir cette parole sans préjugés, sans disqualifier, et à partir de là, pouvoir rebondir. Mais je pense qu'il n'y a pas de manipulation consciente de la part de l'enfant. Il y a la volonté de dire une souffrance. Et c'est vraiment voilà, la grande difficulté peut-être de faire la part entre souffrance et douleur physique. Mais est-ce que les deux sont vraiment sécables? Je ne suis pas sûre. Elisabeth? Oui, la véritable simulation, pratiquement, je n'ai presque jamais rencontré dans mon exercice. De plus, pour vouloir simuler pour manipuler, il faut déjà un bon développement cognitif, enfin, la théorie de l'esprit, tout ça. Donc, ce n'est pas un petit qui va pouvoir manipuler.
Et donc, la douleur, elle est ressentie dans le corps et on est obligé de la reconnaître comme telle quand elle est verbalisée. Et donc, bien sûr, ça peut se discuter. Mais tu me mets 8 sur ton chiffre de douleur, mais quand je vois que tu te déplaces facilement, tu discutes avec tes copains, ça se pose souvent à l'adolescence. Ça veut dire que peut-être avec ce 8, il veut exprimer autre chose, pas seulement de la douleur physique peut-être, et on peut toujours en discuter. Ou bien maintenant, tu te mets à 8, mais il y a quelques jours, tu étais déjà à 8, mais tu es bien d'accord que tu vas mieux. Oui, oui, c'est vrai, je vais mieux, mais en fait, je ressens toujours... Voilà. On peut toujours en discuter, mais ce n'est pas de la simulation. Il ne faut pas oublier qu'en grandissant, on peut masquer l'expression de son ressenti. C'est ce qu'on apprend. On apprend à partir de 6-7 ans, masquer ce qu'on ressent. Donc, les adolescents sont des spécialistes du masque. On parle de dépression masquée chez les adolescents. Et donc, si leur visage n'exprime rien, ça ne veut absolument pas dire qu'ils ne ressentent rien ou qu'ils seraient habitués à avoir des perfusions tous les 2 jours. Non, il faut encore penser à leur demander ce qu'ils ont vraiment ressenti à l'intérieur. Il y a aussi une question que j'avais transmise et puis qui a été reposée sur la question de l'évaluation de la douleur chez l'enfant, du coup, je pense, ou adolescent, en soins palliatifs. Est-ce qu'il y a des échelles spécifiques, si je comprends bien la question? Alors, vous avez compris que tout notre travail, ça a été plutôt de prendre en compte la douleur en dehors des situations extrêmes. Parce qu'au départ, c'est vrai que les oncologues, avec les fins de vie, ont commencé à travailler très vite sur le traitement de la douleur. Ça a été des pionniers dans les années 85, voilà. Mais ensuite, tout notre travail, à Pédiadol en particulier, ça a été de sortir la douleur quelque part du domaine du cancer et des soins palliatifs pour s'occuper de la douleur au quotidien, d'une otite qui fait extrêmement mal. Alors ensuite, est-ce qu'il y a nécessité de bâtir des échelles spécifiques pour reconnaître la douleur des enfants en fin de vie? Ça nécessite une analyse de l'expression de la douleur dans cette situation, une expertise que peut-être la collègue qui pose cette question a et qu'elle pourrait nous dire est-ce qu'il y a des signes spécifiques à ce moment-là qui nécessiteraient de bâtir de nouvelles échelles ou est-ce que finalement les scores qu'on a sont des outils de mesure qui peuvent être utilisés dans cette situation. En tout cas, je ne connais pas d'échelle spécifique. Merci. Il y a des questions, alors peut-être un petit peu plus techniques. Chez un enfant encéphalopathe ne parlant pas et ne bougeant pas, une désaturation très importante peut-elle être due à de la douleur? Oui, il y a eu des questions sur la désaturation, sur le sourire paradoxal, le rire paradoxal. Oui, bien sûr, il y a toute une liste de symptômes possibles et surprenants chez l'enfant avec handicap. Et il faut se fier toujours à ce qu'on voit. On voit quelque chose, donc on l'enregistre. Et le rire, les comportements paradoxaux font partie des listes des symptômes qui figurent dans des échelles oui, pour l'enfant avec handicap. Oui. Bien. En fait, je pense qu'on arrive au bout de l'horaire qu'on s'était donné. Peut-être, professeur Guidet, je vous laisse conclure du coup notre session. Non, je voudrais vraiment vous remercier tous les trois, remercier l'ensemble des participants, toutes les questions. Donc, rappeler que le webinaire est enregistré, donc il pourra être revu si vous souhaitez le partager avec d'autres personnes dans vos établissements. Certaines questions peuvent rester, donc si vous souhaitez, vous pouvez nous les adresser, on les relaiera aux intervenants qui pourront vous répondre par écrit. Et je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end et une bonne prise en charge de la douleur de l'enfant. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci à beaucoup. tous. Merci à tous. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.